Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Dans cet épisode, je suis avec Sandrine Mallet Doula. Nous allons aborder avec vous la physiologie de l'accouchement, qui est un terme de plus en plus abordé, de plus en plus évoqué. Mais finalement, qu'est-ce que c'est vraiment cette physiologie de l'accouchement ? Je vous souhaite une très belle écoute. Donc, bonjour Sandrine, aujourd'hui je suis ravie de te recevoir de nouveau. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de l'accouchement, bien sûr, les sujets qui nous passionnent. Mais tout particulièrement, cet épisode est dédié à la physiologie de l'accouchement, qui est trop méconnue encore et qui mérite vraiment toute notre attention en tant que femme et future maman, afin de bien connaître les différentes étapes. Et on parle beaucoup et de plus en plus de physiologie de l'accouchement. Et bien sûr, dans ce podcast, c'est ce qui nous tient le plus à cœur, de permettre aux femmes d'être le plus proche de cette physiologie qui est vraiment pleine de vertus et qui est pleine de sens aussi. Oui, et puis qui permet un accouchement naturel. Respectueux aussi. Respectueux, bien sûr, respectueux des besoins de la femme, respectueux des besoins de l'enfant, avec tout le processus physiologique qui se met en place quand le bébé décide de venir au monde. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu nous parles déjà un peu d'histoire de finalement avant comment on a couché, même si on sait, on a entendu beaucoup de choses sur, avant les femmes accouchaient plus à la maison, il y avait moins d'accompagnement. Comment ça se déroulait et quels changements ont été opérés qui font qu'aujourd'hui on en est là on est passé un peu à l'opposé, c'est-à-dire d'une naissance à la maison, très peu contrôlée, très peu médicalisée, à tout l'inverse maintenant où l'accouchement il est quasiment 100% médicalisé et pour un grand pourcentage des femmes en France en tout cas. Oui, en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même un retour sur la physiologie et avec une vraie volonté des couples et des femmes à pouvoir mettre leur bébé au monde de façon naturelle. Mais effectivement, si je remonte dans l'historique, alors jusqu'à la période néolithique, c'est-à-dire 6000 ans avant notre ère, les femmes s'isolaient pour donner naissance. Donc vraiment, elles le faisaient d'elles-mêmes. En fait, elles étaient capables de donner naissance à leur bébé seules par elles-mêmes, avec toute leur pleine capacité corporelle. À partir du néolithique, c'est-à-dire entre 6000 et 2000 ans avant notre ère, il y a eu la socialisation de la naissance avec l'apparition de l'élevage et de la domination de la nature par l'homme. Et puis au XXe siècle, on a un autre tournant de la naissance, environ dans les années 1950. La naissance est influencée par toutes les révolutions techniques et technologiques, avec l'apparition du plastique, des nouveaux domaines médicaux comme la néonatologie, l'arrivée du monitoring, les forceps. Et du coup, c'est un moment où les femmes ont été coupées ou se sont coupées de leur connaissance du corps qu'elles avaient et qui se transmettaient de femme en femme depuis la nuit des temps. Et à ce moment-là, la naissance des bébés est vraiment influencée par des avancées scientifiques. D'accord. Ce qui fait que les femmes n'avaient plus cette possibilité-là de faire confiance à leur corps, de cheminer avec leur corps et de pouvoir enfanter par elles-mêmes. Ok, donc du coup c'est intéressant dans ce que tu dis. Il me semble qu'il y a encore certaines femmes, il y a des populations où les femmes encore s'isolent. J'ai vu dans le désert, je ne sais plus c'est dans quel film justement sur la naissance. Il me semble que c'est le premier cri dont tu parles, exactement. Le film dont tu parles, Anaïs. D'ailleurs c'est un film vraiment intéressant à voir, je trouve, en tant que futur parent.
justement pour reprendre contact avec cette physiologie et puis aussi confiance finalement que la nature est merveilleusement faite et que tout est en nous déjà. Oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai ce que tu dis. C'est important aussi de savoir qu'est-ce que la physiologie. Donc la définition du mot physiologie, c'est la science qui étudie les fonctions biologiques normales d'un être vivant. Du coup, ça suppose aucune intervention, que ce soit mécanique, chimique ou humaine, et tous les processus hormonaux se mettent en place par eux-mêmes. Quand on parle de physiologie, on parle forcément d'hormones qui sont en jeu dans ce déroulé de la naissance. Et effectivement, quand on n'intervient pas de façon médicale sur le processus qui est en train de se mettre en place, ça donne une naissance physiologique et naturelle. Alors, quand on n'intervient pas, pour toi, tu t'entends quel type d'intervention? Parce que moi, j'en vois plusieurs, c'est-à-dire, il y a le côté, on n'intervient pas aussi physiquement, enfin, verbalement. Je pense que ça a un grand rôle dans la physiologie, on laisse la maman dans son cocon, on met peu de lumière, on veille à sa tranquillité, et je crois que ça, c'est très important dans le jeu des hormones. Oui, ça c'est super important. Et là, tu me devances, Anaïs. Mais c'est chouette parce qu'effectivement, ça c'est très important de respecter je vais pas dire règles parce que c'est un peu, on n'a pas de règles à suivre, mais effectivement, quand on accompagne des naissances physiologiques, en fait, de l'intimité. C'est ça. On se rend compte que d'être dans le respect de l'intimité, c'est hyper important. Et effectivement, pour que l'hormone de l'ocytocine puisse se sécréter et devenir de plus en plus importante dans le corps parce qu'elle joue un rôle majeur dans la naissance. Et effectivement, il y a des choses à faire, et en tout cas à faire attention, à prendre soin d'eux. C'est-à-dire effectivement pas beaucoup de luminosité, ne pas stimuler le néocortex de la femme qui est en train d'accoucher, la laisser vraiment dans son cocon, avec ou sans musique, mais en tout cas des musiques qu'elle aura choisies pour l'accompagner et la faire cheminer, mais pas d'interaction verbale ou très peu, pas de questions qui supposent des réponses très élaborées. Ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à une petite vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux, où justement, je crois que c'est les Italiens qui ont fait cette vidéo. Oui. Tu vois de quoi tu veux parler. C'est un couple, et en fait c'était bien, j'ai trouvé que le parallèle était très juste en fait, dans le respect de la physiologie. En fait, l'accouchement, ne l'oublions pas, c'est un moment de grande intimité. Et du coup, dans cette vidéo, on montre un couple qui est comme dans une salle médicale, opératoire, et qui s'apprête à faire l'amour, tout simplement. Et il y a des médecins qui arrivent et qui disent « Non, mais là, mettez-vous comme ci, comme ça, qui allument la lumière et tout. » Du coup, c'est plus du tout pareil. Du coup, forcément, après, t'as plus envie de faire l'amour quand c'est comme ça. Effectivement. Et du coup, de dire aux femmes que on est dans un moment d'intimité, très proche de la sexualité aussi. Ça fait partie de la sexualité. Voilà, l'accouchement fait partie de la sexualité. D'ailleurs, on parle beaucoup dans la physiologie de l'importance des bisous, du contact. Enfin, c'est aussi quelque chose de... Peut-être qu'on n'ose pas trop quand on est dans le milieu médical, parce que clairement, on est loin de son intimité. Donc, on s'est un peu observé. Quelqu'un peut rentrer à tout moment. Donc, on n'est plus dans cette intimité avec son conjoint. Mais j'avais trouvé cet exemple hyper intéressant. Et est-ce que tu pourrais nous parler du coup des différentes étapes d'un accouchement qui se ferait sans aucune intervention? Quelles sont les étapes naturelles? Alors moi j'aimerais bien dire d'abord que la naissance est effectivement... il y a la maman, il y a l'histoire de la maman, il y a l'histoire du couple, mais il y a aussi l'histoire du bébé, et que le bébé a une grande responsabilité aussi dans sa naissance. C'est-à-dire que ça enlève aussi beaucoup de culpabilité aux femmes qui n'auraient pas pour elles réussi son accouchement. Et d'abord j'aimerais bien dire aussi que l'accouchement n'est pas à appréhender en termes de réussite ou d'échec, parce que dans l'histoire de l'accouchement, il y a effectivement tout ce qui s'est joué
tout ce qui s'est joué pour la maman, tout ce qui s'est joué pour le couple, tout ce qui se joue pour le bébé. Et parler en termes de réussite, pour moi, c'est pas juste. C'est vraiment évaluer l'accouchement, d'accord. D'ailleurs, on peut dire que l'accouchement est physiologique seulement une fois que le bébé est né. Parce que là, on mesure vraiment le chemin et on voit s'il y a eu des interventions ou pas. Et puis, c'est aussi mesurer tout le chemin qui a mené à cette naissance. Alors, bien sûr que l'accouchement ne sera pas forcément comme les femmes l'auront imaginé ou idéalisé. Et ça, c'est sûr. Et c'est très important, je pense, de le dire aux femmes et aux couples. Et puis, ça leur permet de mesurer vraiment tout ce chemin qu'elles ont parcouru, quels ont été les moyens qu'elles se sont donnés ou qu'elles ont eu pour pouvoir cheminer, pour pouvoir faire que l'accouchement s'est passé comme il devait se passer. Ça, c'est vraiment super important de le préciser. Tout est juste et parfait. Tout est juste et parfait, même si sur le moment, effectivement, ça peut paraître parfois compliqué de s'entendre dire que tout est juste et parfait. D'ailleurs, on ne le dit pas. En général, on ne dit pas tout est juste et parfait quand la femme a eu une césarienne ou quand il y a eu des forceps. C'est intéressant parce que moi, je m'étais beaucoup intéressée aussi, mais là, c'est un côté plus spirituel. Mais j'avais lu les 9 marches de Meuriot et Givaudan. Et du coup, c'était hyper intéressant dans ce que tu as dit aussi, c'est d'accepter qu'en tant que maman, que papa, ils parlent beaucoup de réincarnation d'âme et que les enfants choisissent leurs parents, choisissent leur naissance. Complètement. Donc aussi de lâcher prise, à un moment, on fait de notre mieux. Et moi, je crois en fait que oui, on fait de notre mieux et on décide pas de tout, on contrôle pas tout. Et à un moment, quand on a fait de son mieux, de lâcher et d'accepter que tout, la façon dont ça va se dérouler, c'est de cette manière pour cet enfant et pour nous à ce moment que ça devait se dérouler en fait. Tout simplement de lâcher ce truc de contrôle. Mais c'est important de se préparer, mais trop en savoir, à mon sens, ça peut être néfaste aussi, dans le sens où à ce moment-là, les femmes vont être dans le contrôle. Et si elles reconnaissent pas tout à fait les différentes étapes, ça peut les déstabiliser, ça peut les couper de leur côté instinctif et primaire qui, quand on est vraiment dans la physiologie, est là. Oui, alors ce que tu dis, ça me parle beaucoup, parce que moi je pense que pour mes 2 accouchements, j'ai pas forcément vu les étapes, mais en tout cas, il y en a une qui est encore trop méconnue et qui est importante de parler, c'est cette fameuse phase de la désespérance, que moi j'ai vécu quand même les 2 fois, plus ou moins forte la deuxième fois, mais où tu as vraiment l'impression que tu ne vas pas y arriver. Ou que là, c'est vraiment, t'es fatigué, ou tu te sens plus la force et tu touches vraiment. Il y a même des femmes qui parlent de cette impression de mourir, en fait. Ça peut être très, très fort. Et cette phase-là, je trouve, en mon sens, que quand on nous en a parlé avant, le fait de la connaître et qu'il y ait là la sage-femme ou la doula ou qui que ce soit qui dise non, mais là, tu sais, je pense que tu es dans la phase de la désespérance. Tu te souviens, on en a parlé, tu connais, c'est physiologique, c'est qu'on est vers la fin, tout va bien. Et en fait, là, ça te connecte peut-être un peu au mental, mais il y a une partie de toi qui est rassurée, qui se dit, ah oui, en fait, tout va bien. C'est normal, ce qui se passe est normal. Et... Oui, c'est sûr. C'est sûr que cette phase-là, effectivement, il faut en parler parce qu'effectivement, ça permet aux femmes de savoir que c'est un processus normal et physiologique qui se déroule donc plutôt à la fin quand le bébé se rapproche vraiment de la sortie. Et effectivement, après, il y a des femmes qui l'ont à différents moments, mais on l'a quasiment toute cette phase où on a effectivement cette sensation que l'on va mourir, qu'on va jamais y arriver. Et ça, c'est par rapport à l'adrénaline, où le corps a une décharge d'adrénaline en fait. Ça s'explique comme ça. Et c'est aussi toute la signification de la peur de se séparer de son bébé, la peur de devenir mère. Il peut aussi y avoir des résurgences émotionnelles, l'apparition de mémoire qui fait que ça amplifie aussi ce phénomène. Mais
quand on est face à une femme qui est dans la phase de désespérance, effectivement, peut-être la prendre, la regarder vraiment dans les yeux, avoir cet échange au niveau des yeux, permet de la rassurer, de lui dire c'est normal, tu vas y arriver, ça va passer, parce que tout finit par passer à un moment donné. Mais effectivement, quand on est dans ce moment-là, c'est vraiment la panique à bord. Et c'est effectivement important d'être épaulée. Et puis c'est important d'être présente aussi pour le père en tant que sage-femme ou doula, parce que lui, il voit sa femme dans cet état-là et ça lui fait peur aussi, parce qu'il la reconnaît pas, parce qu'il l'a jamais vue dans cet état-là. Et que du coup, ça peut aussi le faire paniquer et il peut ne pas savoir comment accompagner sa femme. Oui, bien sûr. Et puis, donc pour revenir un peu dans le côté chronologique, puisque là, on a sauté presque à la fin, on est trop impatients. Il y a donc dans les premières phases, juste avant l'émission, on évoquait le pré-travail. Et c'était très intéressant la conversation que nous avions sur le fait, tu me disais que les sages-femmes évoquaient l'idée de ne pas rentrer trop vite, l'importance que les femmes ne rentrent pas trop vite dans ce pré-travail. Et quand le pré-travail est là, qu'elles continuent leur vie. Oui. Et moi, je pense qu'en effet, entre mes deux naissances, j'ai vraiment vécu différemment. C'est-à-dire que pour mon premier, c'était le pré-travail, puis en plus, c'était la nuit. Donc, ma vie, était un peu... J'ai fait le pré-travail toute la nuit, ça a commencé à minuit. Et je me souviens, faire le ballon, marcher, avoir besoin de faire quelque chose finalement, parce que ça n'était pas possible, même si je dormais entre les contractions. Mais à l'inverse, pour ma fille, c'était la journée et j'ai jardiné, je suis allée nager. T'avais aussi ton petit Théo qui t'occupait bien. On chantait, on faisait des activités, donc je sentais que c'était très présent, mais la vie continuait. Et j'ai trouvé intéressant ce que tu disais de cette importance de continuer le plus possible sa vie pour que ne pas être impatiente aussi finalement. Oui, on est toutes impatientes quand on sent que le moment arrive. Alors, il y a aussi différentes phases. C'est vrai que quand c'est un premier bébé, on ne sait pas trop. Enfin, je pense que si les femmes font attention à leur ressenti, je pense qu'elles sont capables de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais après, on est aussi pris dans le tumulte de notre vie quotidienne et on fait pas toujours attention à nos ressentis, à nos émotions. Et quand c'est un premier bébé, des fois, on sait pas, on a toujours la crainte de ne pas savoir reconnaître les premiers signes. C'est vrai. Et après, effectivement, quand tu as d'autres enfants, tous les accouchements sont différents, tous les accouchements se mettent en place différemment, mais tu fais un peu plus attention, tu es peut-être un petit peu plus vigilante. Et puis, c'est très important effectivement dans cette phase de pré-travail qui peut durer finalement très longtemps. Je vais pas donner de chronologie, d'heures et de temps mais ça peut durer de quelques heures à ça peut durer 2-3 jours. Ou le temps que le corps se met en place parce que c'est le bébé qui va déclencher finalement sa naissance. À un moment où il se sent prêt au niveau de la maturation de ses poumons. Et du coup, ça va se mettre en place tout doucement ou pas, ça va dépendre des femmes. Mais effectivement, l'importance de ne pas rentrer tout de suite dans le travail, dans la phase de pré-travail, de ne pas se focaliser en fait, c'est ça. Ne pas se focaliser sur cette période-là. Sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe, ça permet, et de continuer sa vie quotidienne, comme tu l'as très justement dit Anaïs, ça permet de ne pas s'essouffler. Parce que si la phase de pré-travail dure 2 jours, 3 jours ou même 1 jour, au bout d'un jour, les femmes auront été tellement concentrées sur ce qui se passe que ça va leur sembler interminable. Et que du coup, elles vont s'essouffler après. Donc l'importance de vraiment continuer, oui ok, d'accueillir, de sentir, de savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare, d'être dans la joie, dans l'excitation, ça on peut pas l'empêcher, c'est évident, mais vraiment prendre soin de continuer sa vie, cuisiner, chanter, peut-être
aller se balader avec une amie ou aller voir sa maman, enfin je sais pas, toutes des choses qui vont faire que le temps va passer plus vite et que vous vous focaliserez pas forcément sur ce pré-travail qui peut... on dit que la femme est en pré-travail à peu près entre 0, à partir du moment où le col va commencer à se dilater, jusqu'à à peu près 5 de dilatation. Ok, et du coup après, donc, quand est-ce qu'on sait qu'on rentre dans le travail? On rentre dans le travail quand on ne peut plus trop parler, quand on commence à rentrer dans sa bulle, dans son monde, on fait plus trop attention à ce qui est autour de nous. Et ça, c'est super important, comme on le disait tout à l'heure, Anaïs, de vraiment respecter cette bulle pour la maman, la future maman, pour le couple aussi, de vraiment peut-être pas être trop présent s'ils n'en ont pas besoin, de les laisser gérer un petit peu pour voir comment ça évolue. Bien sûr que si ils ont besoin de notre présence en tant que sage-femme ou en tant que doula, on peut être là évidemment pour eux, mais essayer de voir déjà un petit peu comment ça se met en place. Et puis vraiment respecter, alors ne pas trop parler à la femme qui est en phase de travail, ne pas stimuler son néocortex, ne pas mettre de lumière vive, lui assurer une sécurité au niveau de la chaleur aussi, ça c'est très important, le fait qu'elle est chaud mais pas trop chaud non plus. Ça c'est vraiment les besoins fondamentaux de la femme qui accouche. Et dans ce que tu disais, donc là, dans ce côté de travail, quand on rentre dans cette phase-là, donc pour les femmes qui accoucheraient à domicile, c'est le moment pour le papa. Et c'est pour ça que c'est important aussi de bien connaître les phases. Quand on prépare son accouchement à domicile, le papa doit être au fait aussi de ces phases-là. Oui. Puisque le moment où la femme ne peut plus entrer en communication avec l'extérieur, c'est le signe pour le papa de là, c'est le moment d'appeler la sage-femme en général. C'est le moment. Ou à l'inverse, d'aller à la maternité, à la maison de naissance. Voilà. Oui. D'ailleurs, on fera... Oui, parce que si le travail est bien lancé, en fait, ça c'est super important ce que tu dis Anaïs, de pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison. C'est-à-dire, le plus longtemps possible pour moi, c'est jusqu'au moment où le couple ne se sent plus en sécurité. D'accord. Ça c'est vraiment, si c'est en tout début de travail et qu'ils ne se sentent plus en sécurité, alors c'est ok, c'est préférable qu'ils aillent à la maternité, parce que s'ils ne se sentent plus en sécurité, ça va couper le jeu hormonal qui se met en place et du coup le travail peut s'arrêter. On sait quand la femme est en insécurité, que le travail peut s'arrêter, que le col peut se refermer. Donc ça, c'est super important. Donc vraiment pour moi, rester le plus longtemps possible à la maison, c'est vraiment jusqu'à temps que le couple ne se sent plus en sécurité. Et puis, si le travail est vraiment très bien lancé et on est vraiment dans une phase active, à l'arrivée de la maternité, la femme arrivera à se remettre dans sa bulle malgré les interventions médicales, la pose du monitoring, les touchés vaginaux pour voir où en est la dilatation et tout ça. Si elle arrive en phase de pré-travail, là c'est délicat parce que toutes ces interventions médicales, cette présence de sages-femmes qui vont sans arrêt venir pour mettre un monito, et c'est leur job, mais n'empêche que ce sera perturbant pour le processus physiologique de la maman. Ok, donc une fois qu'on a passé cette période, donc ça y est, on est dans le travail, le jeu hormonal, on n'arrive plus à entrer en communication avec l'extérieur. C'est une phase qui peut durer, pareil, en termes de temps, c'est très variable. Oui. Et quelle est l'étape suivante ? Alors, le travail actif, c'est vraiment le moment où la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone principale, va vraiment se déclencher. Alors, elle se déclenche un petit peu en phase de pré-travail, parce que on a des récepteurs à ocytocine dans l'utérus, d'accord ? Donc, en phase de pré-travail, l'ocytocine va commencer à apparaître, mais vraiment en phase de travail, c'est là où elle
où elle ne cesse de grandir en fait et d'être de plus en plus présente dans le corps. Donc il va y avoir de l'ocytocine dans le col de l'utérus, dans l'utérus. Le cerveau du bébé commence même à en sécréter de l'ocytocine. Et en fait, c'est un moment à peu près à partir de 5 cm de dilatation où la femme a vraiment besoin de se concentrer sur ses contractions, d'intérioriser, où il va falloir qu'elle arrête de faire ce qu'elle est en train de faire pour vraiment se centrer sur l'accueil de l'intensité des contractions. Et c'est justement ce moment-là où effectivement il faut prendre soin de la bulle de la femme. Parce qu'en fait, il va y avoir de l'ocytocine dans son corps, mais aussi dans son cerveau. Et plus le cerveau reçoit de l'ocytocine, et plus il en réclame, en fait. D'accord. C'est intéressant, juste, je reviens sur ce que tu as dit, sur la dilatation. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Puis pour moi, ça l'est, puisque pour mon deuxième accouchement, c'était flagrant. De redire aux femmes qu'en fait, la dilatation ne veut rien dire. Mais bien sûr. Et parce que là, tu vois, tu disais, voilà, on est en phase 2, donc on est dans le travail actif quand on est à peu près à 5 de dilatation. Moi, pour ma fille, clairement, j'étais pas du tout en travail actif à 5, puisque en fait, à 4, j'étais à 4 et j'étais clairement dans le travail actif. Et je suis passée de 4 à la naissance en même pas une heure. Donc, c'est important, je pense. Enfin, moi, on me l'avait dit. Et je trouve que c'est important de le redire aux femmes. Voilà, quel que soit le niveau où vous en êtes, de juste l'entendre, mais ne pas en tenir compte dans le sens garder confiance. C'est pas parce que ça fait longtemps que vous avez l'impression que vous êtes dedans, qu'il y a eu différentes phases, que c'est un peu dur et qu'on vous dit, comme ça a été mon cas, 4, et je me souviens de me dire, mais en fait, ça veut rien dire. Et clairement, 1 heure après, ma fille était là dans mes bras, donc ça ne veut rien dire, ça peut aller très très vite derrière. C'est juste une information. Mais on a toutes plein d'exemples comme ça en fait. Et effectivement, moi, c'est souvent ce que je dis aux parents que j'accompagne en tant que doula, que ça ne veut rien dire. Effectivement, ça peut aller très très vite. Et souvent, les sages-femmes, d'ailleurs, ne le disent pas. Alors, sauf si, effectivement, c'est un besoin de la future maman de le savoir. Mais en je pense général... qu'en maternité, ils le disent. Oui, mais on peut toujours s'arranger avec ça. On peut toujours, si les futures mamans savent que c'est important de ne pas savoir, elles peuvent toujours dire... Auscultez-moi, mais effectivement, il faut savoir. Mais peut-être négocier avec la sage-femme, tu vois, qui va faire un toucher vaginal et de dire, ok, je vous laisse faire le toucher vaginal, ou pas d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, qui n'est pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire. Mais surtout, ne nous dites pas à combien je suis, parce qu'effectivement, ça peut être des fois très démoralisant, parce qu'on s'imagine qu'on a encore toute la montagne à grimper. Et puis, des fois, 1 heure après, comme tu dis, le bébé est là et ça s'est passé très vite en fait. Donc ça pourrait donner une indication. Effectivement, maternité, elle s'attache à des choses comme ça pour évaluer le travail. Oui, des curseurs, c'est chiffré, c'est quantifié. C'est leur méthode de... Mais en fait, quand on laisse son intuition de sage-femme à l'écoute, à force d'avoir aussi accompagné des naissances physiologiques, on sait plus ou moins comment ça va se dérouler. Et il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de bon déroulé, c'est juste que le déroulé d'un accouchement peut être très différent d'une femme à une autre, et on peut passer de 1 à 9 en très peu de temps, effectivement. Et puis, des fois, ça peut mettre plusieurs jours ou plusieurs heures, mais il n'y a pas de règles. Encore une fois, il n'y a pas de règles dans la naissance physiologique. C'est très important de pouvoir laisser le temps au corps, le temps aux hormones de se mettre en place. Mais en maternité, on n'a pas toujours ce temps-là. Bien sûr. C'est pour ça que c'est important vraiment de rester le plus possible à la maison, chez soi.
Et du coup, une fois qu'on est sorti de ce travail actif, là, ça peut aller très très vite, ou pas du tout d'ailleurs, mais l'étape suivante, elle est... voilà, enfin, qu'est-ce qui acte la fin du travail actif? Quand est-ce qu'on sait... Dans la phase de travail actif, en fait, la sécrétion de l'ocytocine, pardon, qui est vraiment à son maximum à ce moment-là, favorise aussi la sécrétion de l'endorphine, qui est une autre hormone très importante parce que c'est un antidouleur naturel. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va rendre les contractions supportables, elle va favoriser le relâchement et l'endormissement. Elle a un rôle plutôt amnésiant, ce qui explique que les femmes qui ont vraiment été dans la physiologie ne se souviennent plus de leur accouchement. Justement à cause grâce à ce rôle-là, ne se souviennent pas. Alors on va pas parler de douleur, Anaïs, on va parler d'intensité des contractions, parce que la douleur, ton corps va se refermer, va sécréter de l'adrénaline et du coup on n'est plus dans l'ouverture. Mais de l'intensité, c'est ça. On est incapable de le retranscrire derrière. Non, c'est ça, ouais. Il y a des périodes comme ça dans l'accouchement qui sont plutôt floues, justement grâce à ces hormones-là, qui sont bien faites puisqu'on recommence à avoir des enfants et à faire des enfants. C'est terrible. Si on s'en rappelait, peut-être qu'on ne recommencerait pas en fait. C'est rigolo ce que tu dis parce que je me souviens très bien pour mon premier accouchement de m'être dit quand même à un moment, non mais plus jamais je refais l'amour, plus jamais je fais ça, mais qu'est-ce que c'est que oui, on parlait de sexualité et d'accouchement, hein, c'est vraiment lié. Et puis l'endorphine a aussi un rôle désinhibant, c'est-à-dire que à un moment donné, quand on est dans un accouchement physiologique, on voit la femme qui enlève ses vêtements, qui peu importe s'il y a du monde ou pas, qui va se mettre dans des positions qui en fait être dans la physiologie, en fait, c'est vraiment faire la place à son instinct. Reconnecter à la femme sauvage. C'est ça, à la femme sauvage, et puis se mettre dans des positions qui vont favoriser l'accueil de l'intensité des contractions et aider la femme à vraiment à traverser ces moments qui peuvent être intenses selon les contractions. Donc ça, c'est vraiment un rôle important de l'endorphine, aussi un rôle d'ouverture pour le col de l'utérus qui fonctionne comme un sphincter. Donc on a parlé de col qui pouvait se refermer tout à l'heure quand il se sentait en danger. C'est exactement ça en fait. C'est s'il y a un danger, tout peut s'arrêter parce que dans la nature, les animaux ne mettent pas au monde leurs enfants si elles se sentent en danger en fait. Sûr. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis l'endorphine favorise la prolactine qui est là pour la sécrétion du lait et la montée du lait. Donc c'est vraiment ce mélange ocytocine-endorphine qui va permettre la modification de l'état de conscience d'une femme qui accouche. Souvent, les femmes disent qu'elles étaient plus là en fait, qu'elles étaient dans une autre sphère, dans quelque chose de bien plus grand que ce qui l'entoure habituellement. Et ça, c'est très important aussi de favoriser ce moment-là. Cet espace. Cet espace. Ça. D'accord, donc une fois qu'on a... Donc là, on est vraiment dans cette période d'ouverture, comme tu disais, on est très proche de la naissance quand on traverse toute cette étape. Ensuite, il y a le moment de l'engagement, qui est le moment où le bébé s'engage dans le bassin. Alors juste avant, est-ce que le moment de la désespérance, c'est avant l'engagement? Ça peut être pendant? C'est très variable. D'accord. C'est très variable. On sait que, par expérience, que c'est souvent très proche de la naissance. Mais les femmes peuvent aussi avoir des phases de désespérance à d'autres moments. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut en avoir plusieurs dans un même accouchement? Tu crois? Alors, j'ai jamais rencontré de femme qui a eu plusieurs phases de désespérance. Non, mais peut-être, effectivement, peut-être.
Et en tout cas, on passe toutes par une phase de désespérance, quel que soit le moment, en fait. Et l'intensité. Et l'intensité de cette phase, ouais. Et quand le bébé s'engage, donc là, en général, ça y est, on est plutôt dans quelque chose de... Alors, quand le bébé s'engage... mais moi, j'avais vécu vraiment un truc de aussi une certaine délivrance, même si c'est pas la période de la délivrance, puisque comme tu le disais tout à l'heure, la délivrance, c'est plutôt le placenta. Ouais. Mais il y a aussi, quand on est dans la physiologie, cette notion de... En fait, on doit sortir de l'idée préconçue, préreçue, on doit nous dire quand est-ce qu'on pousse, parce qu'en fait, quand on est dans la physiologie, clairement, c'est quelque chose de très instinctif. Oui. C'est plutôt l'inverse. Si on devait nous dire d'arrêter de pousser, ça serait impossible. De toute façon, c'est pas nous qui poussons, en fait. C'est le bébé. Carrément. Donc, c'est comme... tu vois, on parlait de sphincter et on parle de col de l'utérus qui fonctionne comme un sphincter. Clairement, quand vous allez aux toilettes pour faire caca, normalement, vous devriez pas avoir à pousser. Si vous êtes dans les ressentis, dans l'attention de ce que vous ressentez dans vos corps. Et que vous y allez au moment où vous avez y allez envie. Effectivement, justement, au moment où vous sentez que ça se prépare, vous n'avez pas besoin de pousser. Là, en fait, c'est ça. Souvent, les femmes, elles disent ça pousse. Enfin, moi, je me rappelle très bien que je disais ça pousse. Ouais. Vraiment un besoin incontrôlable, en fait. De l'accompagner même. De l'accompagner et de pas pouvoir me retenir quand les sages-femmes disent non, surtout ne pousse pas. C'est pas possible. En fait, c'est un mécanisme physiologique naturel et instinctif. Mais l'accouchement, quand l'accouchement est physiologique, c'est un accouchement instinctif. Instinctif, ça veut dire que les femmes se laissent guider par ce qu'elles ressentent et qu'elles vont se mettre dans des positions qui sont soulageantes pour elles à certains moments. Des fois, ce sera à quatre pattes, des fois, ce sera debout, des fois, ce sera allongé, des fois, ce sera en position accroupie. Mais en fait, on n'a pas à leur dire normalement « mets-toi comme ci, mets-toi comme ça ». C'est vraiment instinctif et c'est elles qui savent mieux que personne comment elles doivent se mettre pour accueillir l'intensité de ces contractions qui rapprochent en fait à chaque fois qu'il y a une contraction, à chaque fois ça rapproche de l'arrivée du bébé et ça c'est aussi très important à savoir. Du coup, le moment de l'engagement, c'est vraiment le moment où le bébé se présente dans le bassin. C'est la fin du travail et c'est le moment aussi où il va pouvoir se positionner correctement, dans la plupart des cas, pour pouvoir se laisser glisser hors du corps de sa maman. Et puis, après, on parle de la naissance. Donc, la naissance, c'est le moment où effectivement... c'est une phase, avec la phase de la naissance, souvent il y a la phase de désespérance. C'est une phase qui est très courte mais qui est complètement irraisonnée. On peut pas, même si on sait que potentiellement on va pas mourir, n'empêche que la pensée est plus forte à ce moment-là. C'est des peurs irraisonnées en fait, comme on disait tout à l'heure avec... la panique de pas y arriver, peut-être aussi toutes les histoires qui se transmettent de génération en génération, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui sont là tout au creux de nous, que l'on porte et qui parfois nous empêchent de vivre pleinement ces accouchements et en tout cas d'avoir des peurs qui sont là. Et bien qu'on les ait travaillées, parfois avec cette phase de désespérance, elles refont surface en fait. Oui, bien sûr. Donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on parle de l'adrénaline, qui est une hormone du stress, et qui arrive à ce moment-là, c'est ce qui crée toutes ces angoisses, en fait, dans la phase de désespérance. Et du coup, quand tu parles donc de la naissance et tout, alors pour revenir au côté physiologique, il faut quand même préciser que c'est un moment où... il est censé, quand on veut vraiment être dans la physiologie, il n'y a pas d'intervention. Et notamment, il y a quelque chose, une pratique qui est très courante en milieu hospitalier, en maternité. C'est la rotation, en fait, qui est faite. Alors moi, je l'ai vécu, du coup... Tu parles de la tête ? Oui. Du bébé quand la tête est née ? Voilà.
et qui est très intéressante parce que moi, du coup, pour ma deuxième, j'ai été transférée. Et j'ai quand même pu être avec ma sage-femme à domicile. Ça, c'était trop cadeau chouette. du ciel. Ouais, c'est sûr. Et de vivre quand même mon accouchement physiologique, le terminer à la maternité, puisque le liquide amniotique était teinté. Et je me souviens de cet instant où la sage-femme de l'hôpital a voulu effectuer la rotation. Et en fait, ma sage-femme à domicile est intervenue en disant « S'il te plaît, attends, ne fais rien ». Et elle m'a dit, bah voilà, tu vas encore pousser 2 fois, quand tu le sentiras, en accompagnant comme tu le sens. Et en fait, j'ai tout fait toute seule. Et la sage-femme qui était là a témoigné en disant, mais en fait, c'est la première fois que je vis un accouchement comme ça, parce que ça fait partie du protocole. Et finalement, on fait cet acte, on vient effectuer cette rotation, qui est d'ailleurs, en fait, après avoir fait quelques recherches, pas très du dangereuse. tout, assez dangereuse. Pas du tout anodin aussi sur le périnée de la maman, bien sûr, les cervicales du bébé, enfin je veux dire... Ça peut mener à des paralysies quand même, à des paralysies de bébé. Donc, cette rotation, donc effectivement, moi j'ai eu 4 enfants en maternité et à chaque fois je pense qu'on leur a retourné la tête. Donc c'est horrible en fait de prendre conscience de ça. Pour accompagner beaucoup de naissances à domicile avec des sages-femmes, toujours, je précise, en présence de sages-femmes. Ça, c'est vraiment pour moi le côté magique. De participer à ça, enfin de participer avec ma présence, juste, mais c'est toujours un immense cadeau que les parents me font et dont je me sens très honorée de pouvoir... voir ce miracle en fait, parce qu'effectivement quand on est dans la physiologie, le bébé sait faire, la maman sait faire, et en fait effectivement quand le bébé commence à sortir sa tête, et une fois qu'il a sa tête sortie, si on n'est pas dans les protocoles à vouloir tout de suite le pousser hors du corps de sa mère et lui laisser le temps, mais en fait la physiologie c'est ça, c'est vraiment laisser le temps au corps, à la maman, au bébé de cheminer. C'est une étape qui est assez impressionnante. Alors moi, du coup, le papa était là et du coup il m'avait dit bon, c'était quand même un peu bizarre, il y avait juste la tête de sortie. Il y a un petit moment aussi. Oui, aussi parce que les bébés souvent sont pas roses comme on l'imagine, ils sont un petit peu bleutés, un petit peu gris, et effectivement moi je me rappelle les premières fois que j'ai assisté à une naissance physiologique. Effectivement, au début, ça m'a fait peur. Et puis, comme j'ai vu que la sage-femme était toute tranquille à côté, ça m'a beaucoup rassurée. Et maintenant, c'est OK pour moi. Mais effectivement, il y a quand même un petit peu ce côté-là de l'extérieur qui est probablement, surtout pour les papas, qui est impressionnant. Parce que c'est effectivement un moment où le bébé effectue sa rotation. En fait, effectivement, il a sa tête à la vulve de la maman. On le voit. Si on lui laisse le temps, on voit en fait qu'il effectue, il fait sa petite rotation de la tête et souvent, ploup, le corps suit. Et ça, c'est vraiment fascinant de l'extérieur de voir ça. C'est magique, mais encore une fois, à la maternité, elles sont pas formées à la physiologie. C'est triste à dire en 2021 et j'espère que j'en blesserai aucune des sages-femmes, s'il y a des sages-femmes qui m'écoutent, mais malheureusement, elles sont encore formées à la pathologie. Et donc, quand une femme est instinctive, quand une femme n'a pas de péridurale, quand elle se laisse cueillir par ces hormones qui se mettent en place, par toute cette physiologie-là, elles connaissent pas en fait. Et c'est des fois déstabilisant pour elles, parce qu'elles sont dans un processus d'intervention. Et du coup, quand on intervient, on laisse pas le processus physiologique se faire. Et ça peut les déstabiliser. Et effectivement, à la maternité, encore maintenant, elles font les rotations des têtes aux bébés, alors que les bébés savent faire. Oui, mais c'est juste, comme tu le précisais, c'est pas... L'idée n'est pas d'être malveillant ou quoi, c'est juste un manque de connaissances et de conscience sur ce sujet. Et c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est d'amener plus de lumière sur la naissance, de rendre des naissances plus libres et plus conscientes en fait, pour tout le monde finalement, que ce soit, parce que c'est aussi très traumatisant pour la maman, pour le bébé. En fait, c'est un moment précieux pour tous, donc
ça fait partie aussi, et ça fera l'objet d'une émission à part entière, mais voilà, on parle aussi de violence un peu, ça peut être les premières violences auxquelles on est confronté dans notre vie. Et dès la naissance, c'est quand même pas très chouette quand on y pense. Donc, si on peut c'est changer, traumatisant pour la maman, c'est traumatisant pour le papa. C'est traumatisant pour le bébé, effectivement, d'être accueilli comme ça sans qu'on lui laisse le temps de rien faire, qu'on lui tourne la tête tout de suite, comme s'il n'avait pas son mot à dire finalement. Et qu'il n'était pas capable. Et ça se transmet, ça se porte, ça se véhicule depuis des générations et des générations. C'est effectivement très important à prendre en compte. Donc quand le bébé, une fois que le bébé est sorti, alors juste avant qu'on poursuive et puis on termine, il y a quelque chose dont je voudrais parler quand même, une petite parenthèse. Dans la physiologie, il n'y a aucune intervention médicale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de péridurale, on ne nous pose pas de cathéter non plus, en tout cas à la maison, quand on est à la maison. Oui. Je ne sais pas comment c'est en maison de naissance ou si le cathéter est juste posé au la cas où. La pose du cathéter peut être... en général, la pose du cathéter est systématique. Après, bien sûr que les parents peuvent négocier avec l'équipe médicale. En fait, c'est souvent juste quelque chose de stress systématique pour pallier à l'urgence. Mais déjà, quand on met un cathéter à une femme, ça veut dire, en tout cas, ça transmet à son cerveau que potentiellement, elle risque d'en avoir besoin. Et que du coup, elle n'est pas capable. Bien sûr. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Et j'aimerais aussi qu'on mette juste en lumière cette petite... on parle beaucoup d'ocytocine pendant l'accouchement et c'est très fréquent de mettre dans les poches, quand on est dans ce fameux cathéter, de mettre de l'ocytocine de synthèse. Alors en fait, il faut bien préciser, parce qu'on a eu le cas, il n'y a pas longtemps, on en a reparlé, à partir du moment où c'est une hormone qui n'est pas fabriquée naturellement par votre corps, forcément, c'est une hormone de synthèse. Ah bah oui, c'est une hormone de synthèse qui ne travaille pas du tout de la même façon que la vraie ocytocine que le corps fabrique de lui-même. Et puis ça, c'est pas physiologique. Et du coup, alors moi j'avais retenu dans mes cours d'anaphysio, c'était très intéressant, qu'à partir du moment où la femme recevait dans son corps une hormone de synthèse, naturellement, la production de sa propre production d'ocytocine baissait. Parce que le corps se dit, c'est intelligent, il y a assez d'ocytocine qui circule. C'est ça. Je baisse un peu ma production et puis là on rentre dans un peu un cercle vicieux finalement. C'est ça en fait, toutes les petites interventions comme ça à la maternité qui paraissent anodines de l'extérieur, en fait envoient des messages au cerveau et du coup vont changer la physiologie et le processus physiologique du corps. Ok, donc c'est super tout ça. Je pense qu'on a fait le tour beaucoup de la question de la naissance physiologique. Alors peut-être Anaïs, juste pour compléter, on a parlé de l'adrénaline au moment de la phase de désespérance. L'adrénaline, c'est aussi une hormone importante parce qu'elle permet le relâchement du périnée et facilite la naissance du bébé. Okay. Donc ça, elle est vraiment produite à ce moment-là pour que la mère mobilise toutes ses forces pour pouvoir donner naissance à son bébé. Donc c'est une hormone qui est aussi importante dans le déroulé. Et du coup, après, nous sommes au moment de la naissance et on parlera lors d'une prochaine émission, bien sûr, de tout ce qui se passe une fois que le bébé est sorti. Avec, il y a aussi la dernière partie de la naissance qui est très importante. Il y a la naissance du placenta. Ouais, la naissance du placenta, c'est très joliment dit, tu as raison, ce qu'on appelle aussi la délivrance. On parlera dans un prochain épisode de comment, ce qu'on fait un peu avec ce placenta, puisqu'il y a plein de choses qui sont possibles et encore méconnues. Mais du coup, cette deuxième naissance, finalement, elle est peu connue des mamans. On ne sait pas trop, on a l'impression que c'est fini une fois qu'on a notre bébé contre nous. Et finalement, pas du tout. C'est aussi un moment très important. Et dans la physiologie, c'est aussi le moment, moi j'avais retenu ça, qui est le plus... finalement, si on devait qualifier un moment un peu plus à risque, un peu où on doit être vraiment vigilant,
en termes de sécurité, c'est aussi de sécurité de la maman, c'est au moment de cette naissance. Oui, alors parce que souvent c'est la crainte de l'hémorragie oui. à ce moment-là. C'est ce moment-là, enfin, c'est bien de le préciser parce que moi franchement avant d'avoir des enfants, je pensais que l'hémorragie ça pouvait arriver un peu, je savais pas en fait. Mais c'est vraiment à ce moment précis, le bébé est déjà sorti en sécurité et là en fait il faut savoir que dans l'accouchement physiologique, le risque s'il devait y en avoir un, quand on parle de risque de l'accouchement, c'est à ce moment-là, c'est pour la maman. Ce serait après, en fait, en maternité, les sages-femmes laissent très très peu de temps au corps de la femme pour pouvoir donner naissance au placenta. Parce que justement, derrière cette naissance du placenta, il y a souvent la peur du risque de l'hémorragie. D'ailleurs, il y a souvent à ce moment-là une injection d'ocytocine pour éviter effectivement et parer à l'éventualité d'une hémorragie après la naissance du placenta. Du coup, c'est intéressant de dire voilà pourquoi il y a hémorragie après la naissance du placenta. En fait, souvent, je me souviens que c'est une partie du placenta qui peut rester collée au niveau de la paroi de l'utérus. Alors ça peut favoriser effectivement les hémorragies, mais aussi et surtout toutes les interventions médicales qui se font contre le bon fonctionnement naturel du corps et du coup, ça engendre des conséquences. Mais voilà, il faut savoir que si on accouche à la maison, par exemple, où il n'y a pas du tout d'intervention médicale, s'il devait y avoir hémorragie, souvent on parle de révision utérine et ça c'est quelque chose que les sages-femmes sont capables de Ah oui, complètement. À domicile ça, de faire. Elles le font, elles sont complètement capables de gérer une hémorragie suite à la naissance du placenta parce qu'elles ont des moyens pour pouvoir le faire. Aussi des moyens médicaux, là du coup ça sera des moyens médicaux qu'elles vont mettre en place pour stopper l'hémorragie et puis si l'hémorragie continue à ce moment-là il y a un transfert. Voilà, non mais c'est important de dire que je pense que quand on accouche à la maison par exemple de façon physiologique, voilà, en fait dans l'accouchement le moment clé et où potentiellement ça pourrait se passer pas super bien, c'est à ce moment-là. Oui. Mais pour autant, voilà, les sages-femmes savent faire et il y a on sait faire des choses. Ah oui, elles savent faire et puis à ce moment-là, alors après, je pense pas que toutes les sages-femmes à domicile, ça veut dire forcément physiologie. En tout cas, pour moi, les sages-femmes avec qui j'ai l'habitude de travailler sont vraiment dans la physiologie pure, c'est-à-dire que elles vont pas aller retourner la tête du bébé et l'aider à faire sa rotation. Elles vont pas être interventionnistes au niveau médical. Mais s'il y a besoin, bien sûr qu'elles ont tout le matériel dans leur avec elles. Oui, elles laissent tout le matériel sur place. À la maison, en tant que parent, on a toute une liste de matériel qu'on doit avoir à disposition. Oui, et puis elles ont aussi du matériel dans leurs affaires pour pouvoir pallier à ce qui pourrait arriver. Et si jamais l'hémorragie est beaucoup plus importante que... Il y a un transfert. Il y a un transfert. D'accord. Mais bon, c'est un cas rare, c'est quelque chose... Ça, c'est un cas rare, oui. Toi, t'as déjà vécu ça Des hémorragies non, jamais. Dans les accompagnements. Moi, j'ai jamais eu ça. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu souhaiterais terminer, Sandrine, pour ce sujet de la physiologie de l'accouchement? Est-ce qu'il y a des petites choses que tu souhaiterais dire? Alors moi, j'aimerais dire pour finir que ce n'est pas parce qu'un accouchement est long qu'il est difficile. Et puis je pense, comme on l'a très bien dit pendant tout ce podcast, tout est toujours possible. En tout cas, c'est Isabelle Chalut qui dit ça. Et je fais mien son credo parce que effectivement tout est toujours possible et rien n'est jamais figé. Et puis c'est vraiment très important dans un accouchement de cheminer pas à pas pour permettre de rester vraiment dans le moment présent, de pas faire de plan sur la comète, de pas mais vraiment être dans l'accueil de ce qui se vit
Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'on va cheminer, qu'on va avancer jusqu'à l'étape ultime, celle de rencontrer son bébé et de faire naître le placenta aussi, parce que c'est une seconde naissance et vraiment l'accouchement est terminé quand le placenta est né. C'est très important voilà, que chaque femme puisse connecter ses propres ressources. Alors ça peut être des ressources à travailler en amont. Par exemple, s'il y a des histoires transgénérationnelles qui sont très importantes au niveau de la naissance, du lien de femme à femme, de grand-mère à mère, de mère à petite fille, enfin, tu vois la boucle, quoi. De pouvoir travailler dessus et en tout cas d'en avoir conscience. Ouais, c'est important de travailler dessus en amont d'ailleurs, d'avoir conscience que dans l'accouchement, ça peut avoir un rôle important et du coup de travailler, pourquoi pas, de se faire accompagner pendant la grossesse sur s'il y a des choses lourdes dans la lignée de femmes, sur les naissances, sur des problématiques de viol aussi. Bien sûr. D'attouchement, qui sont quand même des sujets qui touchent beaucoup de femmes aujourd'hui. Et on parlait d'accouchement et de sexualité, voilà, n'oublions pas que c'est très lié et que quand il y a eu des sujets comme ça, c'est important de se faire accompagner, d'aller libérer... Puis de rendre les peurs aussi, enfin, on parlait de peur tout à l'heure, de rendre les peurs à ceux qui les ont, tu vois, les peurs du milieu hospitalier, les peurs peut-être du papa, les peurs de déjà être soi avec ses propres peurs, c'est pas rien. Ça, ouais. Alors rendons les peurs à ceux à qui elles appartiennent. Et puis effectivement, quand il y a des traumatismes d'agression sexuelle, bien sûr que ça... De penser à les traiter. Penser à les traiter et de mettre des mots sur leur ressenti, sur ce qu'elles ont vécu, sur comment ça s'est passé, parce qu'effectivement, forcément, au moment de la naissance et du passage du bébé dans le vagin et dans la vulve, ça va forcément ressurgir. Oui, la mémoire est là dans le corps physique. Oui. Et j'aimerais bien, moi, pour terminer, qu'on parle, puisque voilà, dans Physiologie de l'accouchement, on parlait aussi de naissance du placenta. Pour terminer cette émission, qu'on parle dans la physiologie aussi du clampage tardif, qui fait aussi partie pour moi de la physiologie, tu vois, d'attendre que le cordon cesse de battre. Voilà, qui relie le bébé au placenta cesse de battre pour que le bébé bénéficie de la totalité de la totalité du sang, du fer, de toute l'oxygène qui est conduit dans le placenta à travers le sang. Et qui retourne dans son corps. Et qui retourne dans son corps. D'ailleurs, on le voit bien quand les bébés ont un cordon clampé, tout de suite à la naissance. Et quand on laisse le bébé évoluer avec son placenta et son cordon jusqu'à ce que le cordon cesse de battre, on a un bébé beaucoup plus rose, beaucoup plus rapidement. Donc ça évite aussi les risques d'anémie. Donc le bébé récupère vraiment tout l'oxygène, tout le fer, tout ce qui lui a permis de grandir et de se nourrir en fait. Du coup, ça prend combien de temps à peu près? Tu sais combien de temps il faut attendre? C'est très variable, ça peut être très rapide, comme ça peut mettre 10 minutes à peu près. Oui, donc c'est quand même assez rapide. Ça, franchement, même en milieu hospitalier, si le bébé va bien, c'est quelque chose qui pourrait être très facile à mettre en place. Mais qui est à l'heure actuelle ou très peu fait dans quelques maternités peut-être en France. Alors les équipes médicales disent qu'elles le font, mais moi je suis pas sûre de ça. J'avoue que je vais pas en milieu hospitalier. Par chez nous, le milieu hospitalier n'est pas très favorable à la présence des doulas. Pour le moment. Tout mais c'est ok. Tout est possible. Oui, tout est toujours possible, mais c'est ok pour moi que ce soit comme ça actuellement. Mais d'après d'après ce que les parents disent en fait, c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. En tout cas, de savoir que c'est possible et que c'est important de laisser le cordon battre. Oui, voilà. Et le cordon, quand il est en fait, va changer d'aspect. Il va devenir blanc, gélatineux, froid aussi. Quand il est comme ça veut dire qu'il a cessé de battre. À ce moment-là, ça peut être ok de
de le clamper, mais dans le cordon, il y a tout ce qui est physique, toutes les richesses minérales, en oxygène, en fer, mais il y a aussi toute la dimension énergétique. Bien sûr, mais de toute façon, à prendre en compte. On parlera lors d'un prochain épisode de ça, des vertus du placenta qui sont nombreuses et qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse, parce qu'il y en a beaucoup. Et aussi finalement, même si une nouvelle fois dans le milieu hospitalier, c'est pas encore, mais plus on sera nombreux à le savoir, plus on va le prôner, plus on va le demander, à un moment, on sera aussi une masse critique et du coup on fera poids. Et moi j'y crois beaucoup à ça. Moi je crois beaucoup effectivement à ça, Anaïs, et au fait que plus les parents vont reprendre leur pouvoir. Et c'est l'idée du podcast. Et c'est l'idée de notre podcast, enfin de ton podcast, mais comme je suis ton invitée, c'est vraiment cette idée-là de pouvoir rendre leur pouvoir aux parents en fait. Sûr. Et plus effectivement ils feront cette demande-là, ils seront en conscience et ils seront au courant tout simplement. Au courant, et plus les équipes se rendront compte que finalement ça prend pas tant de temps que ça quand un bébé va bien. Bien sûr, là on parle de physiologie et donc d'un bébé qui va bien. Bien sûr, il faut bien se préciser que quand il y a une problématique, on sort de la physiologie. On est dans l'urgence et à ce moment-là, on n'a plus ça à considérer. Non, mais effectivement, c'est plus la priorité. Voilà, complètement. La priorité étant la sécurité et voilà. Et je pense que le changement va vraiment venir des parents. Bien sûr. Moi, j'en suis convaincue. Autour de la naissance, enfin, je veux dire, c'est essentiel que les parents se rendent compte de ce pouvoir qu'ils ont et de ces choix qu'ils ont à faire, parce que en fait mettre un bébé au monde et faire naître un bébé et la responsabilité, on prend souvent conscience des responsabilités qui nous incombent à la naissance du bébé, mais en fait ça commence déjà pendant la grossesse, avec tous les choix que les parents ont à faire. Ça commence aussi au moment de la conception. Et ça commence bien avant, quand on décide de faire un enfant, de réfléchir à comment on veut accueillir ce bébé, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont nos priorités. Et puis après, ça se construit aussi. Et ça se construit, bien sûr. Et bien sûr qu'on peut changer. Rien n'est figé. Mais en tout cas, de mettre cette conscience-là avant même que le bébé soit conçu, ça fait que le chemin est un petit peu plus éclairé. Oui, mais tout ça, du long. Pour un premier, je pense que en plus, on est dans des vies très prises et tout. Je pense que en tout cas, je me dis que si déjà les gens s'intéressent, les personnes, les futurs parents, pendant la grossesse, ce sera déjà énorme. Se documenter pour pouvoir être au courant de ce qui peut se faire. Voilà. Des possibilités. J'espère que cette émission vous aura apporté, à vous qui écoutez, toutes ces connaissances sur la physiologie, sur comment ça peut et ça devrait se passer pour en effet avoir plus de poids, plus de puissance et aussi de confiance quand on s'adresse au personnel médical, de savoir ok, ça c'est possible, je sais que ça existe, c'est la physiologie, et de pouvoir appuyer aussi nos propos. Quand les parents font ces choix-là en conscience, en tout cas quand ils se sont suffisamment documentés et lus, je pense qu'ils sont bien pris en compte par le corps médical. Ouais, c'est quand même encore une bataille. Oui, c'est une bataille, mais déjà, ils sont pas dans un refus systématique de tout ce que le corps médical peut leur proposer. Et là, les négociations peuvent se faire. Mais de toute façon, les négociations sont toujours très subtiles. C'est sûr. Mais bon, on garde espoir. Moi, je suis pleine. Mais oui, bien sûr. Un jour, il y a des personnes qui écouteront ce podcast et qui le trouveront dépassé. Tellement ça sera une évidence. Je le souhaite à toutes les futures mamans et à tous les futurs couples de parents. Tous les futurs bébés. Aussi. Je te remercie, Sandrine. Merci beaucoup, Anaïs. Cette belle intervention et toute cette connaissance que tu nous as apportée. Et je te dis à très bientôt pour de futurs épisodes sur ce podcast. Avec joie, c'est vraiment émerveillant pour moi de partager avec toi sur ce sujet-là, Anaïs. Alors merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.